Je vais vous proposer de vous introduire dans un scénario particulier. Nous allons essayer d'imaginer ce que pourrait être le sport dans les années 2025-2030. Ce titre, le sport du chrono au réseau, dit bien ce qu'il veut dire. Nous allons entrer, le sport va entrer, dans une nouvelle logique de pilotage, une nouvelle logique de management, une nouvelle logique de gouvernance, qui sera une logique numérique. Nous allons essayer de voir ce qui se profile à la sortie de ce tunnel numérique. Vous voyez au fond, là, cette petite lumière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors évidemment, je ne suis pas Madame Soleil, nous n'allons pas dire précisément ce qu'il y a, mais nous allons essayer de comprendre comment les choses, aujourd'hui, peuvent s'articuler, peuvent être imaginées pour construire un scénario qui nous amènera au sport des années 2025. Ce sport des années 2025, il faut le regarder à partir de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est cette pyramide-là. Une pyramide inversée. Le patron du sport, aujourd'hui, c'est la fédération. Si on veut être encore plus précis, on dirait le patron du sport, c'est l'État. L'État qui dit aux fédérations comment les choses doivent s'organiser. Les fédérations le disent aux ligues le disent aux clubs, et puis les clubs l'imposent aux licenciés, l'imposent à leurs membres. En réalité, depuis un demi-siècle, clairement depuis une décision que l'on doit au général de Gaulle, le sport en France, c'est un service public. C'est une réalité de service public. Une fédération sportive a une délégation de mission de service public. C'est inscrit dans la loi française. La France, de ce point de vue-là, est une exception en Europe. Il n'y a pas d'autres pays européens qui soient dans la même logique. Et la conséquence immédiate, c'est que le licencié, le sportif de base, celui que vous côtoyez dans vos clubs, vous-même, vous êtes des usagers du service public. Qu'est-ce que c'est qu'un usager du service public ou d'un service public? Nous le sommes tous. C'est quelqu'un qui n'a pas le choix. Lorsque nous utilisons les transports en commun, nous devons nous satisfaire des propositions en termes de calendrier, en termes d'horaire de ce qui nous est proposé. Les trains, les bus arrivent à des horaires fixes, nous devons nous y conforter. Cette réalité-là, c'est exactement ce qui se passe pour les licenciés des clubs aujourd'hui et depuis un demi-siècle. L'usager, le licencié, n'a pas le choix. Que lui propose le club? Une réalité bien particulière, qui est l'éducation et la compétition. Cette réalité-là, c'est ce sur quoi reposent les fonctions régaliennes de l'État lorsqu'il s'intéresse au sport. Cette réalité, on la doit au général de Gaulle, cette réalité a correspondu à des éléments qui étaient des éléments de société des années 60, des années 70, jusque dans les années 80. Par contre, à partir des années 80, les choses ont commencé à changer. À partir des années 80, lorsque les Français faisaient du sport, c'était de moins en moins pour un résultat de compétition. C'était de moins en moins pour un classement. Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, lorsque vous interrogez 100 Français et que vous leur demandez pour vous qu'est-ce que c'est que le sport, ils ne sont que 7% à vous répondre le sport, c'est de la compétition. Par contre, ils sont 26% à vous répondre le sport. Oh, moi je fais du sport parce que ça me permet de rencontrer d'autres personnes. Le sport, facteur de lien social, est aujourd'hui majoritaire dans la réalité d'appréhension des Français. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est moins des résultats, plus de lien social, plus de rencontres. Et évidemment, la fédération n'a pas été faite pour ça. La délégation de mission de service public, qu'elle doit remplir encore aujourd'hui, en 2016, en 2017, cette réalité-là ne correspond pas à l'expression majoritaire de ce besoin de lien social. Ce qui compte aujourd'hui, c'est donc d'essayer de renverser la pyramide. Non pas de partir du sommet, mais de partir de la base. Et partir de la base, ça veut dire identifier ce que veulent vraiment les licenciés. Mais un licencié connecté, pas un licencié qui s'inscrit dans une présence physique au sein du club, au sein de son club, qui en moyenne en France est de 6 heures hebdomadaires. Vous vous rendez compte? 6 heures hebdomadaires de temps de présence physique au sein du club. Comment voulez-vous, avec 6 heures hebdomadaires, créer du lien social? Comment voulez-vous créer de l'esprit de club? Comment voulez-vous développer une animation qui soit une animation correspondant exactement aux besoins des membres du club? Pour cela, il faut passer à autre chose. Autre chose qui va nous permettre d'identifier exactement ce que recherchent les sportifs de base, vous et moi. Cette recherche, elle doit passer évidemment par le club.
mais à partir du moment où le club va se doter des moyens numériques pour identifier réellement les besoins exprimés par des licenciés connectés. Connectés via Facebook, connectés via Twitter, bientôt connectés via autre chose. Autre chose qui sera un réseau social privatif. Nous allons en reparler. Le club va donc devenir un club digital, tout simplement parce que le licencié lui-même va être connecté. Et la différence est fondamentale. Parce qu'à partir du moment où le club va proposer à son licencié une interface, ce qu'on appelle une plateforme d'intermédiation, d'échange, de prise de parole, la prise de parole du licencié ne sera plus faite 6 heures par semaine, c'est la moyenne actuelle, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, et ça va tout changer. Le club numérique, destiné à un licencié connecté, va devoir être pris en charge par une ligue, un comité départemental ou une ligue régionale elle-même numérique. Les ligues vont devoir donc s'équiper en conséquence. Tout ceci va permettre de faire remonter de l'information de la base que veulent les sportifs. Pourquoi aujourd'hui la majorité des adultes sportifs en France ne sont pas membres de clubs? Ils ne sont pas licenciés dans les clubs. S'ils ne sont pas licenciés dans les clubs, c'est tout simplement parce que les clubs ne correspondent pas à des services leur permettant de satisfaire les besoins qu'ils expriment. Les besoins de lien social, les besoins de rencontre, les besoins de santé, les besoins de loisirs, de sport de lenteur plutôt que de sport de vitesse, de sport de plaisance plutôt que de sport de compétition. C'est ça que veulent aujourd'hui les Français. La réalité, cette réalité-là, il va falloir la faire émerger via des dispositifs, nous allons le voir tout de suite après, des dispositifs marketing qui seront liés à du marketing digital. La façon dont la base va pouvoir s'exprimer via le licencié, le club et la ligue, vous voyez que les trois se situent au même niveau. Ces éléments-là vont être ensuite pris en considération au niveau national, au niveau de la fédération. Mais attention, à condition que la fédération elle-même soit une fédération digitale, ce que nous appellerons une smart fédération. Cette smart fédération va pouvoir identifier les aspirations des licenciés de base, vous et moi, et à partir de là, créer de nouveaux services. De nouveaux services destinés à satisfaire de nouveaux besoins de sport. Ces nouveaux besoins de sport qui s'expriment aujourd'hui de manière majoritaire depuis un quart de siècle et qui font que parce qu'ils ne sont pas rendus par les fédérations, eh bien les adultes, c'est-à-dire les Français de plus de 15 ans, ne prennent pas de licence. Ils ne prennent pas de licence, il va falloir trouver des moyens pour que justement on arrive à les convaincre de prendre une licence au sein des clubs. Et cela passe par la compréhension de quelque chose de nouveau. Pour essayer de voir comment les choses se sont organisées au cours du dernier demi-siècle, il suffit de comprendre que dans les années 60, vous savez, au moment où le général de Gaulle a décidé que le sport allait devenir un service de l'État, correspondant aux fonctions régaliennes de l'État, un service public, à partir de ce moment-là, les clubs sont entrés dans une logique de gestion, mais de gestion comptable, c'est-à-dire de gestion simplifiée. En fait, les présidents de clubs, dans ces années 60, comptaient trois choses. Ils comptaient leurs licenciés, ils comptaient leurs médailles et ils comptaient leurs sous. Et tout le monde se satisfaisait de cela. À partir des années 90, les choses ont commencé à changer. On est passé de la gestion au management, avec de nouvelles logiques. On fixait des objectifs, on développait des stratégies, mais des objectifs et des stratégies qui correspondaient toujours à la réalité même du service public, à ce pourquoi le général de Gaulle avait décidé que le sport entrait, via la loi française, cette fameuse loi Mazot qui a été votée en 1975, comment le sport entrait dans une logique correspondant aux fonctions régaliennes de l'État. On observe que la France est le seul pays européen à être entré dans cette logique-là, à ce moment-là, et encore aujourd'hui. Donc on est passé de la gestion au management pour arriver, dans les années 2005-2010, à autre chose. On a commencé à s'intéresser de manière plus précise à ce que voulaient les sportifs. On est entré dans une logique de marketing, via des études de marché, via des études sociologiques, menées en particulier à l'INSEP, par le laboratoire de sociologie de l'INSEP, qui nous a donné des informations permettant de comprendre, à partir des années 2000, ce à quoi correspondaient les volontés, les besoins, les motivations des Français pour le sport. Cette logique de marketing reposait sur quelque chose qui était les études de marché, les enquêtes sociologiques. Dans les années 2020, les choses vont changer. On passera du marketing tel que nous le connaissons aujourd'hui au marketing digital, avec d'autres méthodologies, des méthodologies qui sont actuellement en gestation dans des startups françaises, européennes, américaines, qui nous permettent aujourd'hui, en direct, en temps réel, de comprendre comment les gens s'expriment
en termes de satisfaction et surtout en termes d'insatisfaction lorsqu'ils font du sport. Cette logique des années 2020, 2025, 2030, c'est la logique des smart fédérations, c'est-à-dire des fédérations numériques, des fédérations qui vont passer à d'autres logiques de gouvernance, des logiques de gouvernance qui n'imposeront plus les services à la base, mais qui prendront en compte le pouls, les besoins de la base pour reconstruire les services proposés par les fédérations. Cette logique des années 2020, c'est ce qui se présente à nous. Les fédérations qui vont entrer dans cette logique, il y en a un certain nombre aujourd'hui, qui sont entrées depuis quelques mois dans cette nouvelle logique, ces fédérations-là vont continuer à se développer. Elles vont doter leurs clubs d'outils numériques. Or, dans une commune, on ne le dit pas suffisamment, mais aujourd'hui, en 2016-2017, dans une commune, lorsqu'un club gagne un licencié, c'est souvent parce qu'un autre club l'a perdu. Autrement dit, on voit bien qu'il y a une logique de concurrence. Les fédérations qui vont doter leurs clubs dans les communes de dispositifs numériques, ce que nous appelons les réseaux sociaux sportifs, les R2S. Ces réseaux sociaux sportifs, qui sont un coût relativement abordable, qui vont nécessiter certes une formation particulière de la part d'un ou de deux dirigeants ou salariés des clubs pour pouvoir animer le club numérique, cette réalité-là, elle est devant nous. Elle n'est pas devant nous dans 10 ans, elle n'est pas devant nous dans 8 ans, elle est devant nous demain, avant les années 2020-2021. C'est quelque chose qui est actuellement en train de s'accélérer, de se précipiter. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les secteurs de l'économie, tous les secteurs de la société aujourd'hui sont impactés par la dimension numérique. Il n'y a aucune raison que le sport ne le soit pas. Or, le sport, aujourd'hui, est impacté. Il est tellement que beaucoup de start-up, des start-up françaises, des start-up étrangères, européennes, nord-américaines, beaucoup de start-up sont en train aujourd'hui de proposer des services nouveaux à des sportifs connectés. Et la surprise, c'est que les sportifs vont plutôt massivement vers ces nouveaux services qu'ils ne vont vers les services des fédérations. Le gap, la différence, le problème, la question, elle est là. Est-ce que les fédérations vont continuer à jouer un jeu qui n'est pas un jeu numérique en laissant la place libre à des startups qui vont combler ce vide? Ou bien est-ce que les fédérations vont s'inscrire à leur tour, via leur ligue, via leur comité, via leur club, dans une nouvelle logique de gouvernance numérique? Le pari que nous faisons, c'est qu'elles vont le faire. Et celles qui ne le feront pas auront énormément de difficultés. Des difficultés qui pourraient conduire à certaines disparitions. Imaginez une fédération qui ne soit plus au programme olympique, qui ne soit pas une smart fédération, elle aura beaucoup de difficultés pour survivre. Les maires, les élus locaux seront de moins en moins enclins à prendre en considération ce qu'elle représente. Parce qu'en réalité, au plan sociétal, elle ne représentera plus beaucoup. L'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est la survie d'un certain nombre de fédérations, d'un certain nombre de disciplines sportives qui passeront ou pas au numérique. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple. Il s'agit de fidéliser les licenciés. Lorsque vous interrogez les présidents de clubs aujourd'hui, leur angoisse, c'est le problème que j'ai, cher monsieur, c'est que beaucoup de licenciés partent année après année. J'ai du mal à les fidéliser. Et de fait, les licenciés qui ne passent que 6 heures hebdomadaires en termes de temps de présence au sein de leur club, 6 heures hebdomadaires au sein de leur club, peuvent difficilement être pris en compte. En tout cas, on ne les écoute pas, ils ne s'expriment pas. La réalité qui se présente, c'est ce que nous appelons les médias sociaux sportifs. C'est-à-dire la possibilité que les fédérations, via leur ligue, via leur comité, offrent à l'ensemble de leurs clubs quelque chose qui pourrait s'apparenter à un Facebook sportif. Mais un Facebook privé, un Facebook qui soit entièrement piloté par le club. Autrement dit, une bulle étanche, à l'intérieur duquel seuls les licenciés pourront, et les dirigeants et les salariés du club, pourront s'exprimer. Cette réalité-là permettra de faire passer le licencié d'une réalité de 6 heures hebdomadaires de temps de présence physique à une autre réalité de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de temps de présence dématérialisé. La réussite de Facebook aujourd'hui, la réussite de Twitter aujourd'hui, montre bien que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Par contre, il faudra proposer au club un dispositif, un outil qui lui soit propre, qui soit spécifique. Regardez aujourd'hui, quasiment tous les clubs se sont inscrits sur Facebook. Ils ont tous une page Facebook, mais ça ne marche pas.
Ça ne marche pas déjà parce que la page Facebook, il ne suffit pas de l'avoir, encore faut-il l'animer. Mais ça ne marche pas aussi parce que c'est quelque chose d'ouvert et que l'on ne maîtrise pas ce qui se dit. Eh bien, le média social sportif correspondra à des réseaux sociaux sportifs. Vous voyez qu'on fait la différence entre média social et réseau social. Le média, c'est l'outil. Le réseau, c'est ce que l'on en fait. Cette réalité-là, c'est la réalité qui se profile à une échéance qui est très courte, 2-3 ans. On peut dire, sans se tromper, qu'en 2022, la quasi-totalité des fédérations aura franchi le pas du numérique. La question est de savoir pourquoi, ce que nous venons de faire, nous venons de l'expliquer, et comment. La réponse au comment, c'est le média social sportif, le réseau social sportif privatif, qui permettra à la fédération de construire une bulle numérique à l'intérieur duquel tous ses licenciés, tous ses dirigeants, tous ses salariés pourront s'exprimer. De ce point de vue-là, elle aura la possibilité de construire un esprit de club, sur la base d'une animation permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon à amplifier le lien social, faire en sorte que, certes, les membres du club soient en situation de communiquer de manière dématérialisée, mais ils en ont tellement l'habitude aujourd'hui que ça ne posera pas de problème. Le licencié connecté 24 heures sur 24 participera à l'animation, participera au lien social, participera à la vie du club en permanence. À partir de là, il partagera des données techniques, des données en termes d'entraînement, comment progresser, comment faire en sorte d'améliorer sa technique sportive, sa technique disciplinaire. Ça sera le rôle des entraîneurs qui posséderont leur propre bulle à l'intérieur de laquelle ils pourront échanger via des vidéos, via des conseils, via des photos. Ils pourront échanger avec les membres du club. Pas seulement lorsque le club sera présent, mais à 3 heures du matin par exemple. Le licencié aura la possibilité de voir des vidéos qui auront été mises en ligne la veille par l'entraîneur, par l'éducateur. Et de ce point de vue-là, il pourra progresser. Le même licencié participera en permanence à la vie du club. Il pourra s'exprimer. Regardez aujourd'hui, lorsqu'un président de club organise l'assemblée générale du club, lorsqu'il a 20% des licenciés, il s'estime satisfait. Mais 20% des licenciés du club, c'est très peu. Pourquoi est-ce que les licenciés du club, les membres du club ne viennent pas aux assemblées générales? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on les écoute. Ils n'ont pas l'habitude qu'on prenne en compte leurs besoins. Et c'est normal, 6 heures hebdomadaires de temps de présence. On ne peut pas exprimer les choses. Là, via le réseau social sportif dédié au club, ils auront la possibilité de s'exprimer. Les dirigeants auront la possibilité de prendre en compte cette expression. Il y aura donc une autre façon de piloter le club, une autre façon d'animer le club. Cette façon, elle sera numérique. Pourquoi? Dans quel but? On l'a vu, pour fidéliser. Fidéliser les licenciés, pourquoi est-ce que c'est aussi important que cela? Eh bien parce qu'il est beaucoup plus simple aujourd'hui de retenir les licenciés dans les clubs via des dispositifs particuliers. En l'occurrence là, il s'agit d'un dispositif numérique. Il est beaucoup plus simple de les intéresser à la vie du club pour les retenir au sein du club, pour faire en sorte qu'ils participent de l'esprit de club. Il est beaucoup plus simple de le faire plutôt que d'aller chercher de nouveaux licenciés, ce qu'on appelle des prospects, des gens qui sont à l'extérieur. Aller chercher des gens à l'extérieur, c'est compliqué. Ça demande du temps, ça demande de la conviction, puis ça demande des sous, ça demande des moyens. Donc l'idée, le pari, il est là. Faire en sorte de fidéliser les licenciés du club pour qu'il n'y ait pas de déperdition année après année. Je ne sais pas si vous êtes informé du fait qu'il y a en France un certain nombre de fédérations qui doivent renouveler leur stock, entre guillemets, de licenciés chaque année à hauteur de 60, 70, 75%. Je vous disais tout à l'heure qu'au sein d'une commune, lorsqu'un club gagne un licencié, c'est parce qu'un autre club l'a souvent perdu. La logique de la concurrence, elle est là. Eh bien, dites-vous bien que les fédérations qui ne doteront pas leur club, via les ligues et les comités départementaux, qui ne doteront pas leur club de dispositifs numériques, seront des fédérations qui ne donneront pas les moyens à leur propre club de se défendre au niveau local dans cette logique de concurrence qui va s'exacerber. Les clubs numériques, les ligues et les comités digitaux, les smart fédérations, c'est donc la petite lumière que nous avons entreaperçue tout à l'heure dans la première photo. Cette petite lumière, c'est donc le pilotage, le management, la gouvernance numérique du sport français. C'est ce vers quoi nous allons aujourd'hui.